Donc, en attendant que les micros fonctionnent, bienvenue au Champeau pour cette deuxième séance du BO Ciné Club. Donc, c'est merveilleux parce que vous venez de plus en plus nombreux pour découvrir à la fois ce magnifique film de Claude Sautet et la musique du film. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Manusseau qui va nous en parler, nous présenter, faire une courte présentation et surtout nous en parler à l'issue de la projection. Il ne marche toujours pas le micro. Donc je vais essayer de parler fort. Alors, avant que j'oublie, la musique qu'on entendait là pendant qu'on attendait la séance, c'est Sortie de secours. C'est la BO que Philippe Sard a fait juste après Les choses de la vie en 70. Et si vous avez l'occasion d'écouter cette BO, voilà, comme ça. Voilà. Si vous avez l'occasion de l'écouter, vous verrez qu'elle contient un petit peu en germe toutes les thématiques et tous les éléments que Philippe Sard va développer pendant sa carrière. Voilà. Donc ce soir, on est là pour Les choses de la vie. La dernière fois, on était sur une des plus grandes comédies de l'histoire du cinéma. Et là, ce soir, on change complètement de registre. On est dans un des grands drames de l'histoire du cinéma. Donc ce film, vous allez voir, c'est à la fois une naissance et une renaissance. Vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler, je vois qu'il y en a qui se bouffent les oreilles. C'est une naissance et une renaissance pour plusieurs raisons. D'abord parce que en 70, ça fait 5 ans que Claude Sautet ne tourne pas. Ces 2 premiers longs métrages n'ont pas eu un gros succès. Donc je reviendrai un petit peu là-dessus juste après le film. Et puis évidemment, c'est la première fois que Sautet tourne avec Michel Piccoli et Romy Schneider. Et puis c'est surtout pour ça qu'on est là ce soir, la première rencontre entre Claude Sautet et Philippe Sard, un tout jeune Philippe Sard qui entame ici sa carrière de compositeur après quelques hésitations et qui entame une carrière qui dure encore aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse avec, je vais pas trop, on en parlera plutôt après. Et je vous laisse donc avec ce film de Claude Sautet de 1970, qui est sorti en mars 70, 2 mois avant de passer à Cannes, et qui a reçu le prix Louis Deluc, et qui a fait rien de moins que 3 millions d'entrées en salle. Voilà, donc c'était un gros succès. Voilà, bonne projection. On va laisser quelques secondes à ceux qui nous quittent. J'ai pas posé la question que je pose d'habitude avant la séance, mais est-ce que beaucoup d'entre vous découvraient le film ce soir? Non, pas beaucoup, quelques-uns. Donc, par où commencer? Peut-être commencer par Philippe Sard. Philippe Sard qui a 77 ans aujourd'hui, qui est toujours en activité. Son dernier film est sorti il y a quelques semaines, c'était le film de Diane Curis. Et là, on est projeté au tout début de sa carrière. Philippe Sard, donc, il est né avec une mère cantatrice à l'Opéra de Paris. Il a été plongé dans la musique dès le plus jeune âge. Et il commence à faire donc du piano à l'âge de 5 ans.
À l'âge de 7 ans, il entre au Conservatoire de musique de Paris. Et donc il apprend la musique avec, pendant 9 ans. Il apprend le contrepoint, l'orchestration, la composition, notamment avec Darius Milhaud. Et en fait, pendant toute cette première période, il hésite un petit peu entre une carrière de compositeur et une carrière de cinéaste. Parce que Philippe Sard est quelqu'un de très très cinéphile. Il adore le cinéma. Et donc il hésite un petit peu, il tourne un court-métrage. Et il a l'idée de proposer à ses amis de voir le court-métrage et de décider de la suite de sa carrière. Donc il montre le court-métrage et la plupart des gens lui disent qu'il ferait plutôt mieux d'être compositeur. Ça, c'est la légende. Parallèlement, donc on a Claude Sauté, comme je disais tout à l'heure, qui a eu 2 quand même gros échecs. Donc au début d'une carrière, c'est pas génial. Avec l'Astourisque et L'Arme à gauche. Et à partir de 65, en fait, il est un peu désabusé. Donc il décide de se concentrer plutôt sur de l'assistanat. Et il devient un peu ce qu'on appelle un ressembleur de scénarios, c'est-à-dire que on lui propose des scénarios et un peu ce qu'on appelle aujourd'hui un script doctor. Et il va améliorer le scénario et voilà, donc on fait un peu appel à lui, mais à titre confidentiel. Et puis il y a la découverte donc de ce roman de Paul Guégoff. Et donc il tombe amoureux de ce projet. Et donc un producteur lui souffle le nom de Philippe Sard, parce qu'en fait, avant, Sauté avait travaillé avec Georges Delerue et Michel Colombier, et Delerue n'est pas disponible. Donc ça ouvre la voie pour trouver un autre compositeur, et un producteur connaît donc Philippe Sard, et souffle son nom à Claude Sauté. Donc un rendez-vous est prévu. Philippe Sard se dit je vais quand même préparer le rendez-vous, donc il va acheter un résumé du livre, apparemment ça existe, ça existait à l'époque, un résumé écrit par le scénariste, Jean-Loup Devady, et donc il commence à écrire comme ça quelques notes, et le rendez-vous arrive. Alors là, j'ai 2 versions un peu différentes. Dans le livre d'entretien de Claude Sauté, il dit qu'il est arrivé chez Philippe Sard, donc il vivait encore chez ses parents, et Sard l'accueille en pyjama, et l'emmène au piano où il va lui jouer quelques mesures. Sard, lui, il m'a pas parlé du pyjama, bizarrement, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que Sard a joué quelques notes, donc les 8 premières mesures du thème principal du film, et il n'entendait pas de réaction de Sauté, qui était assis à côté de lui. Et à un moment, il s'est retourné vers lui, et il a vu des larmes couler sur le visage de Claude Sauté. Donc il a compris que le thème l'avait touché, et donc ils discutent beaucoup. Sauté montre un premier montage à Sard, enfin un montage presque terminé, et donc Sard commence à se lancer dans la composition. Il ne faut pas oublier que Sard, à ce moment-là, il a 21 ans. On change de micro, ça marche. Il a 21 ans, et donc il est évidemment pas sûr de lui. Et tout ça l'angoisse beaucoup, donc il se demande comment ça va se passer, où est-ce qu'il va réussir à trouver l'assurance et le courage pour mener ce projet à bien, mais il se lance, et donc ils commencent à travailler ensemble, et à un moment Sauté lui dit voilà, dans 5 mois l'enregistrement aura lieu à tel endroit, et donc il faut que Sard soit à la hauteur, quoi, parce que il y a beaucoup de pression sur lui. Et donc il compose, et vient le moment de l'enregistrement. Alors comme souvent chez Sard, c'est pas lui qui dirige l'orchestre, il préfère qu'il y ait un chef d'orchestre qui dirige pendant l'enregistrement, et lui reste en cabine avec le réalisateur
pour justement avoir son ressenti et faire des ajustements. Donc il utilise un micro pour discuter avec le chef d'orchestre et les musiciens. Donc l'enregistrement se passe plus ou moins bien. D'après Philippe Sard, il y a eu quand même quelques frictions avec Sauté. Sauté qui demandait parfois de faire des changements, d'aller plus loin. Il voulait surtout pas quelque chose de romantique ou quelque chose qui soit trop évident. Donc il pousse un peu Sard dans ses retranchements. Et puis vient l'étape du mixage. Donc là, évidemment, pour Sauté, la grosse angoisse, c'était quel accompagnement par rapport à l'accident, en fait. C'était ça, la grosse angoisse de Sauté. Il faut savoir que c'est une scène quand même très difficile à faire. Et il y avait déjà d'autres réalisateurs français qui avaient refusé en fait le projet parce que ça paraissait impossible de faire ce genre de scène. Et finalement, ils ont très bien réussi à la faire. Et puis, comme vous avez pu voir, le montage est loin d'être linéaire. C'est un montage complètement éclaté qui permet de s'éloigner un petit peu d'une forme de suspense trop évident. Donc là, la musique, elle a un rôle à jouer, on va y revenir. Donc, le mixage se passe bien, malgré ces petites frictions, et puis et le film sort, et ensuite le film passe à Cannes, et là, Sard et Sauté font le voyage ensemble. Sauté, lui, il en a vraiment rien à faire de Cannes. Que le film ait un prix ou non, ça l'intéresse pas. En fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est que le film touche les gens. Et je pense qu'il a très bien réussi son objectif. Donc voilà, pour revenir maintenant à la BO elle-même, si vous l'écoutez en disque, elle est facilement trouvable, vous constaterez qu'il y a deux morceaux qui sont, on va dire, qui font un peu musique classique. Le premier, c'est un long morceau de 5 minutes qui est vraiment à la Mozart, d'ailleurs il s'appelle Mozart, et c'est un morceau que Sard a composé parce que dans le film, il y a une scène qui a été coupée. C'était une scène de repas dans la famille de Piccoli. Et en fait, ça, c'est très important à savoir sur Philippe Sard, c'est que non seulement c'est un musicien, mais en plus, c'est quelqu'un qui a vraiment un regard très acéré sur le montage du film. Et donc, pendant toute sa carrière, quand il travaille avec un réalisateur, il a des idées, il a des suggestions, il a des choses très justes à dire sur le montage, sur telle scène est bien, telle scène n'est pas bien, il faut la couper, il faut la rallonger, la raccourcir. Et en l'occurrence, là, cette scène de repas, elle était pas utile, donc elle a été coupée. Mais le morceau est resté dans la BO, c'est assez amusant. Et il y a un autre morceau que, par contre, vous avez entendu dans le film. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est juste avant l'accident. Sauté allume la radio. Et là, on entend un morceau de musique baroque. C'est de la musique diégétique, donc elle est incarnée, enfin on la voit sortir de la radio dans la voiture, on l'entend plutôt. Et ensuite, quelques scènes plus tard, cette musique diégétique devient non diégétique, en fait, au moment où, en fait, à deux moments, pendant deux séquences de délire, en fait, où Piccoli pense à des moments importants de sa vie. Et le premier moment, donc, c'est le repas, le banquet de mariage, où on entend cette musique à nouveau. Donc cette musique, en fait, elle apparaît la première fois dans la voiture parce que c'est un moment de bonheur, en fait. Donc elle est guillerette, elle est gaie, et elle accompagne ce moment de bonheur dans lequel, en fait, Piccoli comprend que Hélène, enfin qu'il a envie de revenir vers Hélène, et il a cette réalisation, donc elle est associée à ce moment heureux. Et ensuite, il réutilise cette musique pour la séquence du banquet, mais en fait, au fur et à mesure que la caméra tourne,
on voit des gens qui n'ont rien à faire là, et la musique tourne un petit peu au vinaigre, quoi. Donc il y a comme ça des effets de passage entre une musique tonale et une musique atonale. Et donc la deuxième fois que ce morceau de musique baroque apparaît, c'est quand il pense au bateau et quand il est en train de couler, en fait. Et là, il y a une phrase qui est prononcée, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais qui est très importante. Il dit « le musicien s'est endormi », parce qu'il parle d'un orgue. Et en fait, moi, cette phrase, j'ai l'impression que c'est un peu la clé que cherchaient Sauté et Sard quand ils composaient la musique, parce que là, on parle du rêve, en fait. Et les séquences d'accidents, elles sont illustrées par une musique qui est, pour moi, vraiment une musique de rêve. C'est-à-dire qu'on utilise du xylophone, on utilise des cordes. C'est quelque chose de très délicat, qui est en complète contradiction avec l'action, en fait. L'action, c'est un homme en train de mourir, certes au ralenti, mais en train de mourir quand même. Et là, on l'illustre avec une musique de rêve. Il y a un côté presque fantastique, quoi, dans cette séquence et dans cette musique. Je pense que c'est ça le secret et le cœur du film que cherchaient Sard et Sauté. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais deux citations que j'avais notées qui étaient intéressantes. La première, c'est une citation assez touchante parce que c'est une citation de Sauté qui parle de Sard, en fait, dans un livre d'entretien. Et il dit « La cinéphilie de Philippe m'a été aussi précieuse que ses qualités musicales. J'aime bien lui raconter les films que je vais faire. Il est très attentif, me pose les bonnes questions, assiste aux projections de travail, me fait des remarques toujours très justes. S'il ne faut pas faire plus long sur tel plan, raccourcir tel autre, c'est une vraie complicité. Même quand le travail est obscur, il accepte de travailler pour moi avec le même dévouement. Philippe est capable de s'adapter au caractère et au ton de chaque cinéaste. Il est passé aussi bien de Ferreri à Tavernier que de Doyon à Téchiné. » Voilà, donc les choses de la vie, c'est, comme je disais au début, une renaissance, la renaissance donc de Claude Sauté, et une naissance, la naissance de cette complicité entre deux acteurs formidables, Piccoli, Schneider et Claude Sauté, qui vont continuer à travailler ensemble sur plusieurs films. Juste après Les choses de la vie, c'est Max et les ferrailleurs, où ils se retrouvent tous les trois pour un film là complètement différent, qui est un peu l'envers des choses de la vie, avec toujours Sard à la musique. Sard ne va pas quitter Sard ne va pas quitter Sauté pendant toute sa carrière, sauf sur un film qui est Un cœur en hiver, mais parce qu'il n'y a que de la musique classique dedans. Et donc, Philippe Sard m'en parlait encore la semaine dernière, et il me disait que pour lui, c'était vraiment le début d'une amitié, en fait, le début d'une amitié qui a duré toute sa vie, toute la vie de Claude Sauté, qui est décédé en l'an 2000. Donc, pour terminer, oui, je précise, j'ai fait un entretien avec Philippe Sard il y a quelques mois, que vous pouvez lire sur mon blog, qui s'appelle Light of My Life, un peu de pub. Et je vais publier dans quelques jours un entretien plus spécifique là, sur les choses de la vie. Et pour finir, je voulais citer à nouveau Claude Sauté, et cette fois par rapport à l'incertitude. Et je trouve que c'est une très belle citation. Faire un film, c'est être dans une éternelle quête de combinaison, à la poursuite de quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on sait l'existence et qu'il faut trouver. Le mot combinaison est un mot que j'aime bien. À mes yeux, c'est presque un programme philosophique. On vit une oscillation permanente entre le trac et la jubilation des combinaisons pour s'en sortir. Mais pour s'en sortir vers quoi ? Vers ce quelque chose qu'on ignore et qu'on voudrait exprimer.
La vie, c'est l'incertitude, voilà ce que je crois. La dramaturgie de la vie, c'est l'incertitude. Voilà, c'était Claude Sautet qui se voyait vraiment comme une sorte de chef d'orchestre et aussi comme un artisan. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser? C'est le moment. J'avais une question par rapport à cette chanson. Oui. Qu'on a dans la tête. Alors la chanson, très bien, on n'en a pas parlé, j'allais en parler, merci beaucoup. Et je peux même vous la passer si vous voulez. Est-ce que vous la connaissez, la chanson d'Hélène? Ouais. Bah, en fait, elle est quasiment, pas plus connue que le film, mais aussi connue que le film. Ce qui s'est passé, c'est que Sard avait l'idée de faire une chanson, enfin Sard et Jean-Loup Dabadi, le scénariste, avaient l'idée de faire cette chanson. Ils en ont parlé à Claude Sautet. Sautet a dit non, j'aime pas les chansons. Et en gros, lui, il pensait que la chanson allait dater le film, ce qui n'est pas forcément faux dans certains cas. Et donc, ils ont quand même enregistré la chanson sur des paroles de Jean-Loup Dabadi. Et d'après ce que j'ai pu lire, Romy Schneider était enchantée de pouvoir chanter ce morceau. Et l'éditeur musical aussi, puisque le morceau est sorti en 45 tours et beaucoup passé à la radio, et c'est très bien vendu. Donc en fait, la chanson d'Hélène a participé un petit peu à la mythologie autour de ce film, et si ça vous dit, je peux vous la passer. Oui? Voilà. Vous avez bien entendu? Bon, c'est pas la chanson la plus joyeuse du monde. On va demander à Juliette de nous repasser la partie. Voilà, est-ce que vous avez éventuellement d'autres remarques, d'autres questions, d'autres idées? Notamment ceux qui n'avaient jamais vu le film. Oui? C'était pour avoir une attitude, Non, c'est juste qu'à l'époque, on fumait beaucoup plus qu'aujourd'hui, et ça fait bizarre de revoir ça. Mais oui, dans beaucoup de films de cette époque, on voit les gens fumer beaucoup. Il y a pas mal de films où les acteurs, les actrices fument. Voilà. Oui, c'était très très courant. D'ailleurs, dans quasiment tous les films de Sautet, il y a une scène dans un bar avec des gens qui fument. C'est presque un passage obligatoire. Enfin, pas obligatoire, mais... Oui? Les voitures ont tellement changé. Là, on a une question là. Est-ce qu'il y a d'autres couples de cinéastes, musiciens qui travaillent autant en symbiose avec un musicien qui peut même aider un réalisateur, enfin pas aider un réalisateur, qui collabore avec le réalisateur même sur le montage? Sur le montage, oui, il doit y en avoir, mais ça ne doit pas trop se dire, je pense. Mais j'ai pas vraiment d'autres exemples où il y a un tel niveau de coopération sur le montage, en tout cas. Il y a d'autres duos fameux dans l'histoire du cinéma, Williams et Spielberg ou Herman et Hitchcock par exemple, mais donner son avis sur le montage et être entendu, c'est pas évident. C'est pas évident du tout parce qu'en général, le musicien, il arrive plutôt en fin de course, quoi. Il arrive, il reste 2 mois, au mieux il reste 1 ou 2 mois avant la sortie du film, et il n'a pas beaucoup de temps pour faire sa partition. Donc il y a encore moins de temps pour mettre la musique sur le film. Mais dans certains cas, ça peut arriver. J'ai un autre exemple en tête, c'est l'exemple de Joe Hisaishi et Miyazaki, puisque en fait,
Miyazaki donne au début une sorte de storyboard, et encore pas terminé, mais un storyboard provisoire à Hisaishi. Et Hisaishi passe une année à composer des maquettes, en fait. Et ces maquettes, c'est plus que des maquettes, c'est vraiment des morceaux finalisés, mais ils vont servir à toute l'équipe de Ghibli, au dessinateur et à Miyazaki lui-même, pour finir le film, en fait. Donc là, il y a vraiment une influence sur le montage, oui, mais carrément sur la conception du film, quoi. Donc pour tous les films Ghibli, enfin la plupart des films du studio Ghibli, vous avez une BO de maquette, enfin symphonique, et vous avez la BO officielle, quoi. Parfois il y en a même 3, voire 4. Donc ça montre à quel point la musique est vraiment importante pour les cinéastes, et même si parfois elle est très maltraitée, malheureusement, et on a d'autres exemples où il y a eu des brouilles fameuses, quoi. La plus fameuse, c'est la brouille entre Herman et Hitchcock, hein, sur le rideau déchiré. Et voilà, mais il y a quand même des duos qui sont magnifiques, et je pense que Sard et Sauté en font partie. Oui, vous nous avez parlé de l'enregistrement, du mixage et de l'ambiance un petit peu qui s'était instaurée entre Sauté et Sard. Moi, ce que je voulais savoir, c'était plus au niveau de la composition en elle-même. Comment est-ce que finalement dès le départ il y a eu cette symbiose que vous évoquez un petit peu au début avec les premiers accords qu'il joue, ou est-ce que ça a été après un peu plus compliqué? Comment ça s'est passé? Parce que le film était déjà monté quelque part, donc voilà. Oui, je pense, comme me le disait Sard la semaine dernière, il y a eu des tensions, oui, effectivement, il y a eu des tensions, parce que je pense tout simplement parce qu'ils se calaient, quoi. Ils étaient en train de se caler l'un à l'autre. C'était la première fois qu'ils travaillaient ensemble. Sard était très jeune, mais franchement, pour moi, c'est une sorte de coup de génie, quoi. Cette BO, je l'ai beaucoup écouté là pour préparer la séance, et c'est vraiment, le thème est vraiment très très beau. Et les autres morceaux il y a des morceaux de musique un peu atonale, mélangés avec des bruitages aussi, des bruitages de l'accident. Et tout ça est vraiment très très bien fait. Et ce qui est aussi important, et votre question me le rappelle, c'est que dans le livre d'entretien, Sauté, il dit qu'il était plus musicologue que Sard au début. Sard, c'était plutôt le cinéphile, quoi, dans le duo au début en tout cas. C'était le cinéphile qui connaissait tous les films des années 30, 40, 50, que ses parents ont dû lui montrer. Et alors que Sauté, lui, il adorait le jazz et Bach. Voilà, pour lui, c'était les deux côtés de ses goûts musicaux. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Bach, c'est plutôt la rigueur, l'ordre, et le jazz, c'est plutôt l'improvisation. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là chez lui. Et en fait, Sard s'est complètement approprié les goûts de son réalisateur, un peu comme Piccoli s'est approprié le caractère de son réalisateur, puisque quand vous voyez la scène où il se met en colère contre un mec là il discute avec un groupe de personnes dans son travail, et la colère là de Piccoli, c'est la colère de Sauté, quoi. C'est vraiment Piccoli en train d'imiter Claude Sauté. Et d'ailleurs, ça annonce une autre scène de repas où il pousse là aussi une colère énorme dans Vincent, François Paul et les autres. Voilà. Mais il y a une sorte de mimétisme, ouais, effectivement, assez troublant entre l'acteur, son réalisateur, et entre le compositeur et son réalisateur, puisque quand il allume la radio, tac, c'est un morceau de musique baroque, pile dans les goûts de Claude Sauté.
et en plus qui va se révéler important pour le film, quoi. Bonjour, je voulais savoir, est-ce qu'il vous a parlé des variations du thème principal qu'on entend, parce qu'on l'entend quand même au début, en entrée du film, et il revient à chaque fois qu'il est en voiture, etc. Il y a cette sorte de demi-cadence à chaque fois qu'il revient, mais les variations quand même du thème, on s'en lasse pas, alors que ça reste vraiment tout au long du film. Est-ce qu'il vous en a parlé, et est-ce qu'il avait pas peur, lui aussi, que ce soit trop redondant Non, il m'a pas parlé spécifiquement de ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent au cinéma. Alors c'est plus ou moins bien fait, mais c'est vrai que si vous écoutez beaucoup de BO de Morricone, vous avez un thème principal et il est décliné à peu près 10 fois dans le film, quoi. Dans les meilleurs BO de Morricone, vous avez 3 ou 4 thèmes vraiment marquants qui sont déclinés dans le film. Mais sinon, vous en avez qu'un. Oui. Et là, il n'y en a qu'un. Mais il est tellement marquant et tellement beau et tellement riche que Sard peut se permettre de le décliner plusieurs fois sous différentes formes. Et puis en fait, si vous écoutez bien, il n'y a pas tant de musique que ça dans le film, hein. Il y en a surtout dans les scènes d'accident. C'est vraiment les scènes qui angoissaient le plus Sauté. Il ne savait pas du tout comment mettre ça en musique. Et puis sinon, il n'y a pas beaucoup de musique dans les autres scènes, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est comme si la musique mettait une sorte de focus, quoi, sur l'image, parce qu'il y a un moment important. Et c'est pas juste du remplissage, quoi. C'est pas juste on met de la musique pour faire beau. C'est vraiment la musique, elle a une fonction, quoi. Et Sauté, c'est vraiment un réalisateur qui fuyait toute forme de psychologie. Il n'aimait pas expliquer les choses. Et pour moi, la musique dans ce film, elle explique ce qui se passe dans la tête des personnages. Enfin, elle n'explique pas, mais elle nous fait ressentir ce qui se passe dans la tête des personnages. Et elle nous permet de déduire des explications qu'on n'aurait pas s'il n'y avait pas eu la musique, en fait. Donc c'est une des utilisations de la musique au cinéma et une de celles que je trouve les plus intéressantes. Parce qu'après, si c'est juste pour illustrer l'action, ça peut être marrant, mais... Merci. Est-ce que vous avez d'autres interventions, d'autres remarques? J'aurais bien aimé entendre ceux qui n'avaient jamais vu le film et qui l'ont découvert et savoir ce qu'ils en ont pensé. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? C'est possible d'avoir vu peut-être le film à la télévision, mais sur grand écran, c'est vraiment la première fois. Et ce qui est incroyable, c'est de voir la réputation. C'est un film de répertoire, mais qui finalement... moi j'ai 64 ans, c'est la première fois que je le vois sur grand écran. Et c'est magnifique. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre ne l'avait jamais vu sur grand écran? Ouais. Vous voulez en dire quelques mots? Pardon? Vous voulez en dire quelques mots? Moi, j'adore ce film, j'ai vu plusieurs fois à la télévision. Je trouve que ça fait partie des fondamentaux, on va dire ça comme ça. Et vous disiez qu'il avait été présenté à Cannes. Oui. Il y avait eu quoi? Il y avait eu une récompense pour la musique, notamment, peut-être? Non. Non, rien du tout. Non. Aucune distinction. Non, mais il a eu le prix Louis Deluc un petit peu avant Ouais, Cannes. c'est- Je ne sais pas pourquoi, mais à l'époque, les films pouvaient sortir avant de passer à Cannes, ce qui n'est plus du tout le cas depuis très longtemps. Ce qui est assez fou, je trouve, c'est qu'un film comme ça a fait 3 millions de spectateurs à l'époque. Très audacieux quand même comme film. Oui. Et comme Notamment au niveau du montage, comme j'en parlais ouais, tout à l'heure. tout à fait, ouais. C'est assez surprenant, mais le voir sur grand écran, je trouve ça complètement magique, quoi. Faut que Champeau le reprogramme de manière continue. On repasse mardi de cette semaine. Oui, j'ai vu, oui.
Ok, ben écoutez, merci beaucoup. Si vous avez plus de questions, on va en rester là. Merci beaucoup. Rendez-vous. Rendez-vous le mois prochain avec un autre grand film. Ça sera Obsession de Palma avec la musique de Bernard Herrmann. Voilà. Rendez-vous le mois prochain. Merci. Merci beaucoup.